Nous entonnions l'hymne de la victoire d'Italie. On va y aller ensemble à 3. 1, 2, 3. Contre la la capacité venue de Renaissance il y a 100 ans. La cynique malice métamorphosée, à néocolonialisme, beaucoup flashèrent et certains résistaient, mais les échecs, les succès rassurent le sang. On fortifié notre peuple courageux et fertiliser sa lutte héroïque. Il se mit à rassembler en l'histoire de tout un peuple et il se mit à déclencher sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Une seule nuit à réconcilier notre peuple avec tous les peuples du monde, à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort nous vaincrons. Merci, camarades. Camarades militantes, militants, sympathisantes et sympathisants, chers panélistes, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'esplanade du mémorial Thomas Sankara. Un rappel, il faut dire que cette initiative à la découverte de la RDP est une émanation du Comité international mémorial Thomas Sankara qui a pour ambition de permettre aux plus jeunes d'entre nous de véritablement se ressourcer aux idéaux, sinon à l'idéal de la révolution démocratique et populaire à partir du partage d'expérience des acteurs clés qui ont véritablement vécu cette période. C'est donc une initiative qui se veut surtout un cadre d'échange fécond en vue d'apporter les outils nécessaires pour la refondation de notre nation. Et ce soir, la thématique qui va donc être abordée ici a pour intitulé, et je cite, la politique étrangère de Thomas Sankara, leçon de la diplomatie révolutionnaire en temps de crise. Et pour nous permettre de véritablement nous ressourcer, de partager, sinon de revivre cette période phare de notre histoire politique, nous avons ici d'éminents panélistes, mais également un modérateur qui n'est plus à présenter. Et pour vous permettre de camper les décors de cette communication, je voudrais, avec votre permission, passer ce micro au modérateur, son Excellence, M. Philippe Savary. Je voudrais remercier tous ceux qui sont là cet après-midi et dire qu'il est important dans la vie d'un pays de toujours s'interroger, de toujours donner des réflexions et également de toujours comparer, disons, toutes ces réflexions qui constituent aujourd'hui des croisements de savoir. Il y a les croisements de savoir et les croisements de pratique. Quand je dis les croisements de savoir, c'est tous ceux qui ont fait des livres, c'est tous ceux qui ont lu
énormément et c'est tous ceux qui gardent encore des archives et qui sont des universitaires, des chercheurs, des gens qui veulent ce qu'on appelle des objets transitionnels, des documents, des films, afin de mieux connaître l'histoire de notre pays. Mais lorsqu'on parle de croisement de savoir, on peut également parler de croisement de pratiques. Le croisement de pratiques, c'est ceux qui sont à ma droite, entre l'ambassadeur de Cuba et moi-même, qui sont des acteurs vivants, qui ont la pratique dans la mémoire, qui ont des moments historiques importants et peut-être quelquefois qui peuvent se tromper de date ou être très passionnés et tout simplement parce qu'ils n'ont pas terminé d'écrire. Voilà pourquoi je voudrais en tout cas me féliciter d'avoir à côté de l'ambassadeur de Cuba son Excellence Monsieur Sanogo Bassirou, comme vous le connaissez, certes qui a été ambassadeur de notre pays en Algérie et qui avait une connaissance également de cette région, pas seulement de cette région, mais de l'Afrique, et qui avait aussi fait son cursus universitaire, non seulement au Burkina, mais en France, et qui se préparait à un homme de médias, et il avait parcouru toutes les rédactions, je pense à Africasie, Jeune Afrique, qui avait des amis et qui étaient dans une dynamique de vision militante et qui, à son retour, très vite, quand il a fini son mémoire de cinéma et sur le cinéma africain, pour ne pas dire le FESPACO, il a été rattrapé par la dimension politique de sa vie et ça a été un début de carrière. Voilà pourquoi, en disant qu'on veut qu'il parle un peu de cette diplomatie dans le monde arabe, il peut même commencer à en parler depuis Paris et depuis d'autres capitales qu'il a eu à fréquenter avant donc de servir en Algérie, où je me souviens encore, je l'avais rencontré un jour du 25e anniversaire de la révolution algérienne. Évidemment, ce qu'on ne présente plus, c'est le ministre Basile Dissou, c'est le ministre des Affaires étrangères, donc sous la Révolution, mais c'est aussi des éminents membres du mouvement étudiant qui, lorsqu'on parlait de 1978 et de l'histoire, et comme on dit, des chocs des savoirs et des idées, il était présent avec d'autres camarades, avec d'autres amis de continents différents. La dernière fois où nous avons fait une telle conférence, je leur avais demandé que nous puissions évoluer dans une dimension à peser, dans une dimension de transmission, dans une dimension où les acteurs vivants, et comme on le dit, les taux se resserrent. Nous sommes tous entre 60 et 75 ans, sinon plus, et nous devons laisser en tout cas des bribes et des informations à la jeunesse, à ceux qui voudraient continuer de creuser ces dynamiques-là. Madame l'ambassadeur donc de Cuba qui est là, qui a également une mémoire présentielle, mais aussi historique, à un moment où elle était étudiante à Cuba, à un moment où elle a vécu les passages et les arrivées du président Sankara,
qui venait voir donc son ami sur la route de New York, sur la route des Nations Unies, et qui avait aussi développé une dynamique, une diplomatie particulière. Souvenez-vous, nous étions à la période de la guerre froide, comme on le dit. Il y avait le bloc de l'Est, il y avait le bloc de l'Ouest, mais il y avait les non-alignés. Et toute cette période-là est féconde. Et on construisait aussi les relations sur l'amitié entre les peuples. On construisait ces relations sur des visions de développement. Et toutes ces questions, je pense, vont être abordées par nos amis cet après-midi. Et je voudrais à mon tour dire que j'ai été, comme on dit, un enfant de cette époque, parce que je regardais des grands frères qui sont là, mais aussi des missions qui nous avaient été confiées très vite et dont il vous souviendra que c'est surtout le FESPACO en 1984 que j'ai dirigé pendant une dizaine d'années, et j'ai ramené ce soir par exemple une lettre écrite par le président Sankara pour donner rendez-vous aux festivaliers, mais aussi pour s'excuser de nos erreurs, des fautes d'organisation, de la petite compétence des jeunes que nous étions, afin que les gens ne gardent pas comme souvenir les difficultés qu'ils ont eues à Ouaga à cause de l'hôtel, à cause de l'eau, mais plutôt gardent la vision d'un cinéma qui doit aller au-delà de l'univers. Je voudrais aussi souligner qu'à cette époque, je rappelais une scène où il venait nous voir tous les vendredis au FESPACO, et que la fois où il est arrivé avec des béquilles et un pied dans le plâtre, tout le monde a compris que nous devions continuer et nous devions réussir le FESPACO 85, le FESPACO 87. Autant d'histoires comme ça qui devraient nous permettre de passer une bonne après-midi avec donc nos invités, et je voudrais d'ores et déjà donner la parole à l'étranger. Donner la parole à l'étranger, c'est donner la parole à l'ambassadeur de Cuba, qui va donc nous faire son exposé, et très vite nous allons passer aux autres et amorcer une discussion. Donc encore une fois, merci d'être venus, et pour donner du courage aux panélistes, on va les applaudir. Voilà, et je vais passer la parole à Madame l'ambassadeur. Merci beaucoup. Bon, je ne croyais pas que j'étais la première, mais en tout cas, merci pour la parole, merci à tous et à toutes qui sont venus. Je suis très honorée vraiment d'être là ce soir avec vous et à côté des distingués panélistes. Ils ont l'avantage d'avoir vécu ces événements-là, avoir vécu ces événements pleinement. Et j'étais très jeune à l'époque, j'étais très jeune quand l'exposition sankariste a déclenché ici au Burkina. J'avais 14 ans, je pouvais faire la compte. Mais comme le monsieur là a dit, ma génération, j'étais bien sûr étudiant, ma génération se rappelle parfaitement de la visite, surtout de la première visite de Sankara à Cuba en 1984, parce que c'était tellement important. Et le commandant Fidel Castro était à côté de Sankara pendant pratiquement tout son séjour à l'île, et il a été aussi décoré avec l'Ordre national José Martí.
Et ça, c'est vraiment important à Cuba. Cosamatic est le nom de l'héros national de Cuba. Et l'ordre qui s'appelle comme ça, c'est l'ordre la plus importante qu'on donne aux personnalités étrangères. Donc, c'était pas une chose très importante, c'était vraiment important, la visite de Sankara. Et quand j'étais en train de préparer une présentation pour saluer le 45 anniversaire des relations diplomatiques entre Cuba et le Burkina Faso, j'ai dû chercher un peu en l'histoire et j'ai aussi demandé au ministère des Affaires étrangères, aux archives du ministère, de m'envoyer des matériels de l'époque et j'ai été étonnée. Il y avait tellement de matériaux qui étaient conservés au ministère des Affaires étrangères de Cuba, donc j'ai pu faire une belle présentation PowerPoint où j'ai montré les documents originaux de la visite. Et ici, à l'ambassade, on avait conservé les journaux de l'époque à Cuba qui consacraient les moments les plus importants de la visite de Sankara, particulièrement sa première visite, comme je le disais. Il faut peut-être se rappeler de l'histoire un peu. Les relations diplomatiques entre Cuba et le Burkina Faso se sont établies en 1975 à New York, précisément le 11 décembre 1975. Et après ça, il y avait un autre moment historique, que c'était la rencontre entre le capitaine Sankara et Fidel Castro. Et ça s'est produit pendant un sommet du mouvement de pays non alignés qui a eu lieu à New Delhi, capitale de l'Inde. Et là, c'était l'année 1983. Et l'histoire raconte que les deux personnalités ont entamé une très longue conversation. Ceux qui connaissaient le commandant en chef Fidel Castro savent parfaitement qu'ils pouvaient parler pendant vraiment une longue période de temps. Donc, l'histoire raconte que Sankara a laissé une forte impression sur Fidel Castro. Et ça, c'est pas facile. C'était pas n'importe qui laissait une forte impression au commandant en chef. Vraiment quelque chose de spécial. Sankara participait à l'époque au sommet en tant que Premier ministre du Burkina Faso. Mais évidemment, déjà, ces idées, la pensée de Sankara a été exprimée vraiment au sommet. Et c'est ça qui a attiré l'attention du commandant en chef Fidel Castro. Après ça, en 1984, le 25 novembre, Sankara est arrivé à Cuba pour la première fois à la tête d'une nombreuse délégation, une délégation de 53 membres, composée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le ministre de la Santé publique, le ministre de l'Agriculture, un représentant du ministère de la Défense et des autres fonctionnaires du gouvernement, qui sont reçus par le commandant en chef Fidel Castro à l'aéroport international de La Havane. Et ce même jour-là, il a été décoré dans une cérémonie très solennelle où l'ordre national diplomatique, comme je disais, il a été accordé. Après ça, il maintient le pourparlers officiel au siège du comité central du Parti communiste de Cuba. Il départ à Santiago de Cuba, que c'est la deuxième ville en importance du pays, tout à l'est de l'île. Et là-bas, il fait un parcours de sites d'intérêt liés à l'histoire de la révolution cubaine et participe aussi, à côté du peuple, à la fête traditionnelle des comités de défense de la révolution qui fonctionnait à l'époque à Cuba et qui fonctionne toujours dans notre pays. Et le 28 novembre, il départ à l'île de la Jeunesse, parce que là-bas, on avait une école pour des étudiants africains. L'école a commencé avec des étudiants namibiens, mais il y avait déjà des étudiants burkinabés. Donc Sankara est allé là visiter l'école, voir les étudiants et qui l'ont reçu là-bas
il a été accueilli par les étudiants. Et après ça, l'histoire raconte qu'il a tenu une conversation avec le commandant en chef jusqu'à petite heure du matin. Il a rendu aussi visite à un hôpital. Il a assisté à un exercice militaire de troupes spéciales cubaines accompagné par Fidel. Et il départ au siège des Nations Unies avec quelques membres de sa délégation. Il y avait quelques membres qui sont restés à Cuba. Et à son retour, il fait une escale de Francis à La Havane où il était accueilli une nouvelle fois par le commandant. C'était la première visite. Mais je crois qu'il faut remarquer que ce n'était pas une visite protocolaire. Si vous voyez le programme, c'était la quantité d'activités que Sankara vraiment a fait à Cuba, ce n'était pas justement une visite protocolaire pour faire des pourparlers et ça va, et ça y est. Non, il n'a vraiment pas couru. Je crois que dans l'intérêt de connaître de près l'expérience révolutionnaire cubaine, ça s'est passé à l'époque, et dans l'intérêt de chercher une approche avec une expérience comme la nôtre, qui venait de loin, en 1959. Parce que vraiment, il y a eu un changement de paradigme à l'interne du Burkina Faso. Et ça devait se traduire forcément un changement de paradigme à l'externe, dans la politique étrangère du pays. Et ça marque l'importance de ça pour le capitaine Sankara. Le Burkina Faso s'est approprié à partir du triomphe de la révolution sankariste d'un discours anti-impérialiste, anti-néocolonialiste et d'un discours proche du discours de la révolution cubaine et d'autres pays progressistes du monde. Donc, il a vécu vraiment à Cuba un peu l'expérience que nous savions déjà, et comme révolutionnaire et comme politicien. Dans le cas de Fidel Castro, vous savez, vraiment un grand stratège de révolution, non pas seulement en Cuba, mais dans l'Amérique latine. Et je crois que la visite, c'est l'expression de ça, l'expression d'une approche différente et pour connaître l'expérience cubaine de plus. Donc, en 1986, Thomas Sankara arrive pour la deuxième fois à Cuba, en provenance de Nicaragua. Il est reçu cette fois par Raúl Castro, frère du commandant en chef, qui à l'époque était le ministre des forces armées de Cuba. Et après ça, il se rend encore à l'île de la Jeunesse, où il y avait déjà 600 étudiants burkinabés, très jeunes, qui étaient là en train de se former dans différentes spécialités. Et ça aussi montre l'importance que Sankara donnait à la formation du capital humain. Il a compris que c'était vraiment important d'avoir une jeunesse préparée, une jeunesse formée, pas seulement au niveau technique, mais aussi dans des valeurs révolutionnaires et patriotiques. Et c'est pour cela qu'il a pris l'initiative d'envoyer à Cuba ce type d'étudiants-là. Et je suis très contente d'avoir connu ici une partie de ces étudiants qui étaient à l'époque là à Cuba et qui sont aujourd'hui les centres du mouvement de solidarité avec Cuba ici au Burkina Faso. Donc, il assiste à l'île de la Jeunesse et il l'exhorte à être discipliné et assidu afin de rentrer au pays muni d'une formation solide dans des domaines techniques vitaux pour le Burkina. Et lors de son départ, il est de nouveau accompagné par Raúl Castro. Donc, ce sont les deux visites de Sankara à Cuba qui montrent un peu ce que je disais avant du changement de paradigme
et qui était vraiment important pour les relations bilatérales entre les deux pays à partir de ce moment-là et jusqu'à maintenant. Donc, jusqu'à là, c'est mon exposé. À partir de là, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées au niveau bilatéral, bien sûr. Et aujourd'hui, la coopération bilatérale, ça se passe très bien entre les deux pays. Mais c'est vraiment à partir de Sankara où les liens bilatéraux ont monté jusqu'à ce niveau-là. Et nous avons été toujours là à côté du peuple du Burkina. Et pour moi, c'était vraiment un honneur quand je venais ici pour représenter mon pays. Je crois que ce type d'événement, c'est très important. Et dès que je suis arrivée au Burkina et dès que j'ai commencé à assister aux activités de mémorial, moi je suggérais ce type d'événement pour montrer un peu, parce qu'on parle beaucoup de ce qui s'est passé à l'interne, on parle beaucoup de ce qui s'est passé au Burkina, de l'expérience au pays, mais ça a eu une traduction dans le domaine externe. Ça, c'est important aussi, parce qu'il y avait une nouvelle politique étrangère. Et ça, il faut le connaître. Ça, c'est une partie importante de l'histoire. Sankara a fait beaucoup de choses dans le domaine de la politique étrangère dans 4 ans. Et ça, c'est vraiment important. C'est une expérience qu'il faut connaître, il faut écrire sur ça. Moi, j'imagine qu'il y a déjà des livres intéressants. Mais il faut encore se souvenir et il faut transmettre cette expérience aux jeunes pour qu'ils puissent connaître que ce n'était pas seulement une révolution au Burkina, mais il y avait une révolution à l'externe à partir d'un changement de paradigme qui venait de la révolution et du processus révolutionnaire ici au Burkina. Merci beaucoup. Alors, je pense que tout le monde a écouté, c'était du vécu, mais c'était également des moments importants de relations d'amitié, des relations personnelles de gens qui se connaissaient avant de se rencontrer et qui ont pu tisser des projets, parce que souvent, avant, comme on dit, l'amitié, c'est la solidarité, mais après l'amitié, ce sont des choses concrètes qui peuvent se dessiner. Alors, sans plus tarder, nous allons donner le micro à M. Bassirou Sanogo, l'ambassadeur, l'homme de culture, parce qu'au départ, était le premier qui a fait une thèse sur le cinéma africain et surtout sur le FESPACO. Je pense également que la dimension de l'homme de communication ne peut pas ne pas transparaître dans ce qu'il va certainement dire, et parce que c'était des rencontres de haut niveau et on devait être multidimensionnel, pour ne pas dire multidisciplinaire. Enfin, le séjour en Algérie, le séjour et les grands événements qu'il a vécu dans ce pays qui était, comme on dit encore curieusement, la capitale où on a décidé de l'avenir du cinéma africain en 1974-75, qu'il révélait déjà dans sa thèse, mais aussi la capitale où la culture, l'amitié entre les peuples ont conduit à beaucoup de relations, comme l'Afrique du Sud de Nelson Mandela avec les Algériens, mais comme les Black Panthers avec Karl Michael et d'autres avec les Algériens, mais aussi le grand psychologue, écrivain, psychanalyste qui a écrit aussi sur les dimensions de la colonisation et les dimensions de l'avenir de notre continent. Je ne vais pas dire peau noire, masque blanc, c'est qui.
vous devez déjà le connaître. C'est donc dire qu'il y avait un foisonnement dans ce pays-là et d'Afrique du Nord et que M. Sanogo a vécu toute cette période depuis la France évidemment et ensuite au service de son pays, service de la diplomatie de son pays. Donc nous allons l'écouter et encore une fois, merci. Merci au modérateur. Je voudrais tout simplement que j'avais pensé que relativement à la thématique générale qui nous a été proposée, nous allons parler essentiellement de la diplomatie. Au niveau du Conseil national de la Révolution, de façon beaucoup plus précise, la diplomatie de la révolution démocratique et populaire. Et dans ce cadre, ce qui m'a été demandé de traiter, c'est la diplomatie burkinabé vis-à-vis des peuples arabo-islamiques. Je préfère dire arabo-islamiques parce que tous les musulmans ne sont pas arabes. Et le plus grand État musulman, c'est l'Indonésie. Il est en Asie. L'Iran également est un grand pays musulman, mais il n'est pas arabe. Donc vous me permettrez, par commodité, de parler d'arabo-islamique. Dans un premier temps, je voudrais vous donner le plan. Le plan de présentation. D'abord, je voudrais faire un survol historique des relations entre le Burkina Faso et les pays arabo-islamiques. Dans un second temps, la révolution démocratique et populaire et le monde arabo-islamique. Et enfin, je parlerai des retombées et des leçons apprises. Donc, dans un premier temps, il me semble nécessaire de faire un survol historique. Et je vais parler dans un premier temps de la période de Maurice Yameogo. Et cette période-là est une période pro-israélienne. Maurice Yameogo, dès le départ, a composé avec Israël. Madame Golda Meir, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, a fait peut-être une huitaine de séjours ici, en Haute-Volta. Et Israël a donc entretenu des relations diplomatiques avec notre pays depuis 1961. Et Yameogo s'est rendu en visite officielle. Et pourtant, le colonel Nasser, qui était à l'époque président de la République arabe unie, avait en 1961 déjà dépêché à Ouaga un diplomate. L'Égypte voulait être représentée en Haute-Volta. 1961, c'est la période où Kwame Nkrumah et Maurice Yameogo brisent les barrières frontalières. C'est la période également où Kwame Nkrumah, par panafricanisme affiché, accorde un prêt de 1 milliard de francs CFA au gouvernement de Maurice Yameogo, alors que notre budget annuel avoisinait les 5 milliards. Comprenez. Et dans ce cadre, Nasser et Nkrumah faisaient partie du groupe de Casablanca, c'est-à-dire les progressistes, avec le roi Mohamed V, avec Modibo Keïta, Sékou Touré, et Ben Bella va se rejoindre par la suite. Alors, dès cette époque, Nasser voulait prendre pied ici, dans un pays à côté de celui de son ami Kwame Nkrumah. Rappelez-vous que son épouse est égyptienne. En tout cas, sous la pression de la Côte d'Ivoire, du Conseil de l'Entente de la France, eh bien, on n'a pas accepté que l'ambassadeur égyptien, enfin, ou du moins le chargé d'affaires égyptien,
arrive à Ouagadougou. Donc, très tôt, les pays arabes ont traité à entrer en contact. Mais l'option Yamogo, c'était Israël. Ceux de ma génération se rappellent peut-être, il y avait des émissions radiophoniques à partir de 13h30, dans toute la semaine, sur Israël, sur l'organisation des kibbutz. Et l'émission était Israël à travers son folklore. C'est pour dire simplement que l'option israélienne a été forte dès le départ. Et par conséquent, il y a eu un rejet des Arabes. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de relations diplomatiques. À la faveur des fêtes nationales, on s'adressait un message. Et également en mai 1963, à la création de l'OUA, Maurice Yamogo et le président Nasser étaient assis côte à côte, par un jeu de protocole et de préséance. Parce que tout simplement, Nasser était le président en exercice de la Ligue arabe. Et Maurice Yamogo était le président en exercice de l'UAM, l'Union africaine des Malgaches, qui avait tenu en mars 1963 son assemblée à Ouagadougou. Son sommet à Ouagadougou. Alors, il faut dire tout simplement qu'il y a eu des opportunités de rapprochement. Ces rapprochements n'ont pas eu lieu parce que l'option israélienne a prévalu et Ouagadougou était considéré comme une sorte de hub pour la propagande israélienne en Afrique de l'Ouest, pour la visibilité d'Israël. Relativement à des activités entreprises ou à des réalisations, Matruku, le centre de Matruku est une création des Israéliens. Il y a eu beaucoup de bourses de formation en Israël. Mais également, notre lectorie nationale est une création d'Israël. Donc, de 60 jusqu'à 66, on ne peut pas dire qu'il y avait des rapports avec les pays arabes. Enfin, il y a même eu des rapports très anciens qui datent de siècles, c'est-à-dire le pèlerinage. Quand on quittait le Mandé pour aller en pèlerinage à la Mecque, on passait par le Bossie. On passait par le Niger, le Nigeria, le Soudan oriental. Et ce pèlerinage faisait 7 ans. Donc, c'est ce type de rapport traditionnel que nous avions avec les Arabes. 66, Maurice tombe. La Misana arrive. Il y a une ouverture. Cette ouverture va surtout se manifester à partir de 1973. Même si avant, déjà, on avait des rapports avec l'Égypte, chargé d'affaires, la Libye également. Mais en 1973, rappelez-vous, c'est la guerre qui donne qui court. C'est donc la guerre du pétrole. Les Arabes s'étaient battus pour la 3e fois. Mais enfin, les Arabes qui soient des modérés, comme le roi Faisal, qui avait sous sa coupe en termes de leadership les pays du Golfe, que ce soit les révolutionnaires comme les Algériens ou les Syriens, tout le monde arabe, tout le monde arabe était d'accord qu'il fallait combattre Israël. Et ils sont passés par l'arme du pétrole qui a secoué le monde des affaires à un niveau mondial et qui a eu des répercussions également sur nos pays, surtout sur la Haute-Volta qui connaissait à l'époque une de ces sécheresses les plus graves de son existence. Donc, il y a eu comme un marché. Vous nous suivez et rompez avec Israël et nous vous donnons des moyens. Je crois que la plupart des pays africains, je dirais, beaucoup donc abandonné Israël. Donc, l'année 73, avec le renchérissement du prix du pétrole, avec la manne pétrolière, eh bien, ça a été une occasion pour, je ne dis pas un combat, pour, disons, une arrivée massive et persuasive du monde arabe dans sa diversité dans nos pays. Donc,
à partir donc de 1973, eh bien, les relations avec Israël, tout ce qui est de la plupart des pays africains, va connaître réellement un recul. Et donc ça, c'est la période de la Mizana. En 73, 76, la Mizana va en pèlerinage à la Mecque. Et déjà, notre pays avait fait ses premiers pas dans le sens de paraphé certains documents de l'OCI, de l'Organisation de la Conférence islamique. Durant ce pèlerinage, le roi Faisal lui fait comprendre que oui, vous êtes des musulmans, c'est vrai, mais j'ai appris que vous faites du mal aux wahhabites. Rappelez-vous, le conflit avec le Mali a créé quelques situations, à Bobo-Dioulasso notamment, entre les fractions musulmanes. Et ça s'est arrivé en Arabie Saoudite. Faisal lui a sorti cela. On s'est entendu, je suis entendu là-dessus, et l'Arabie Saoudite a commencé à avoir des rapports serrés avec notre pays. Également l'Égypte, également la Libye. Et à partir du moment où on était membre de l'OCI, nous pouvions bénéficier de tout ce que l'OCI pouvait apporter. C'est-à-dire bénéficier des prêts, des aides à partir de la BADEA, à partir de la BID, à partir du Fonds cohésien, etc. Et ces organismes nous ont beaucoup aidés dans notre développement durant la période Lamida. Durant la période Césergo également, il y a eu une continuité. Mais je dois dire qu'à la même période, il y avait comme un lobby catholique qui avait mal pris notre entrée à l'OCI en se disant mais notre pays a un régime laïque. Mais quelque part aussi, on peut retrouver la même question. Pour la création, la reconduction, disons, de la colonie en 1947, il faut le reconnaître que quelqu'un comme Monseigneur Tebenout a beaucoup joué. Il a dit au bloc Mossi qui avait créé l'UDHB, l'Union pour la défense des intérêts de la haute-État, ça ne suffira pas parce que c'est réduit au bloc Mossi. Si vous voulez qu'il y ait la reconduction, il faut élargir. Là, c'était les conseils de Monseigneur Tebenout. Donc, ça veut dire aussi que quelques 20 ans auparavant, disons, le même scénario, mais du côté catholique, s'est produit. Toujours est-il que le Burkina a été admis à l'OCI, a bénéficié de tout ce que ça pouvait apporter, que la coopération avec les pays arabes s'est renforcée. Et puis, c'est dans ce contexte que intervient à partir du 4 83 de certaines étapes la révolution démocratique et populaire. Donc je voudrais maintenant traiter cette partie, comment la révolution démocratique et populaire a traité de la question des rapports avec les pays arabes musulmans, disons le monde arabo-islamique. Alors, vous me permettez de dire tout d'abord que avant qu'on en vienne là, il y avait des signes avant-coureurs qui ont, disons, attiré l'attention de certains pays arabes, notamment progressistes. Ceci, c'est que Sankara a été nommé Premier ministre en janvier 1983. Je parle un peu de ce contrôle. Et dans sa déclaration d'investiture, on note que le mot peuple est venu 27 fois. Et sur la question des relations extérieures, il a tenu à affirmer haut et fort que nous sommes indépendants. Que tout peuple, tout pays qui veut, disons, avoir des rapports avec nous, doit respecter notre souveraineté. Que nous sommes également pour la souveraineté, pour la solidarité avec les autres peuples en lutte. Et à un certain moment, que nous sommes anti-impérialistes. Tout ça a été dit. C'était à la présidence. C'est le Premier ministre qui l'a dit. Ensuite, en février
1983, à la conférence des non-alignés à New Delhi. Sankara y va, il rencontre Fidel Castro, et de cette conférence, il se rend en Corée du Nord. Il est toujours Premier ministre. Il ne parle de signes précurseurs. Beaucoup de diplomates, surtout arabes, surtout algériens, ont perçu que quelque chose est en train de changer en route. En route, elle ne faut pas encore au Burkina Faso, n'est-ce pas? Et en avril, l'Algérie envoie son Premier ministre Abdelghani. L'Algérie était représentée à partir de l'ambassade d'Algérie à Niamey. Donc le Premier ministre vient, rencontre Thomas Sankara et naturellement aussi Jean-Baptiste Boutancourt, le président. Mais en fait, il était venu pour Thomas. La Libye, elle était déjà représentée et fortement active face aux événements. Le 17 mai arriva ce qui devait arriver, avec ses implications extérieures, et également l'implication de la France, parce que Djibril, le conseiller diplomatique de Mitterrand, se trouvait à Ouagadougou assez curieusement le 17 mai. Donc, vous pouvez interpréter assez facilement. Pas tout, renversement de situation. Et il y a, bien entendu, une nouvelle marche à faire. Mais enfin, on fait de la diplomatie révolutionnaire avec des diplomates révolutionnaires. Il se trouve que notre système au niveau des affaires étrangères est un système hérité de la France. Ceux de ma génération se rappellent que pour présenter les lettres de créance sous Maurice, il fallait porter la queue de qui? La queue de qui, c'est une veste longue, évasée, il fallait porter. Le président Yamego portait la queue de qui? Les ambassadeurs également portaient la queue de qui? Comme à l'Élysée, avec nous. C'était ça la réalité. La réalité également est que tous nos pays aux Nations Unies étaient alignés derrière la position française. La réalité également, c'est que le douanier des ambassadeurs à Haute-Volta, dans les autres pays francophones, était forcément, fondamentalement, l'ambassadeur de France. Donc, le pape vient changer tout ça. C'est une nouvelle orientation qui, dans un premier temps, manque du personnel. Parce qu'en effet, je crois savoir une adresse à certains collègues diplomates. Je pense que la diplomatie d'Afrique est fondamentalement du sens libéral de pouvoir. Et que même les pays révolutionnaires sont obligés d'en tenir compte. Je vais revenir sur cet aspect par la suite. Donc, il fallait, en plus des ambassades où nous étions, nous avons créé un certain nombre de nouvelles ambassades résidentes. C'est le cas à Cuba, c'est le cas à Alger, c'est le cas également à Tripoli. Et on a nommé, pas des professionnels des affaires étrangères, mais des militants, issus des composantes essentielles de la RDP, c'est-à-dire les partis qui étaient représentés là-dessus. À Cuba, l'ambassadeur envoyé là-bas, M. Drago, était d'obédience PAI-IPA. À Alger, l'ambassadeur envoyé là-bas était de sensibilité LCR. Et à Tripoli, on a envoyé un syndicaliste de haut vol, un grand combattant, qui s'appelait Sankara, en fait de hasard. En réalité, c'était un lutteur, un militant lutteur qui a été envoyé. Maintenant, aux affaires étrangères, je prends cette responsabilité, il y avait très peu de ministres. À la limite, il y avait le ministre des Affaires étrangères, Papa Diallo, qui est un militant PAI, un diplomate de carrière, qui a fait une carrière onusienne, qui était connu, qui avait un carnet d'adresse
assistant. Il y avait Juste Temtoré, que je salue au passage, qui avait été le directeur du protocole du Premier ministre Thomas Sankara. Il revient au protocole d'État. Lui, il était un militant aussi de l'ULCR. Il y avait Wali Arman, qui était également un militant initialement dans l'ULCR, mais qui est passé du côté du PAI. Et il y avait Kitroapa Amadou, qui était fonctionnaire de l'UNESCO, qui était aussi de sensibilité du ULCR. Donc, la révolution n'est pas interconnectée. Donc, ces ambassades ont été ouvertes dans des pays progressistes et il fallait forcément y envoyer des diplomates progressistes. Bon, je ne vais pas entrer dans ce détail, mais ça crée beaucoup de problèmes dans notre pays. Toujours est-il que notre diplomatie, au départ, ne disposait pas d'un bréviaire, d'un livre, d'un guide. Non. Elle a bénéficié d'un existant libéral qui a fonctionné pendant 23 ans. Mais il y avait quelques référents qui pouvaient aider les ambassadeurs. Les référents, c'est les déclarations, c'est le DOP, en sa partie parlant des relations extérieures, c'est également la première interview que Sankara a accordée au journaliste Siradou Diallo dans Jeune Afrique. Le numéro c'est en couverture, Sankara est en train de saluer Mitterrand à Vittel. Et le titre, Sankara, cet homme qui dérange. Là-dedans, il y a cette interview. Elle est très longue. En substance, relativement à nos relations avec l'étranger, il disait que désormais, les ambassadeurs, au lieu de la queue de pied, munis de casquettes, de bottes et de pennes, c'est-à-dire des ambassadeurs qui vont nous aider à travailler et s'intégrer également à nos marchés. À cet égard, je parle sous le contrôle de Philippe. Je crois qu'il y a eu beaucoup de présentations de lettres de créance autour de Ouaga, dans des villages. Et un jour, je crois, il a dit au MAS, dans un village, qu'aujourd'hui, il y avait 4 puissances. Les ambassadeurs, le niveau des ambassadeurs était là. Il y avait la puissance américaine, la puissance soviétique, la puissance cubaine et la... Ça a été fait. Donc, c'est une autre vision de la diplomatie qu'on a. Et ça, déjà, quand on commençait, on avait des problèmes. Je m'explique. En général, les nouvelles chancelleries étaient ouvertes avec un minimum de budget. Sous la Révolution, il a été décidé à Cuba, à La Havane, à Tripoli, à Alger, on ouvrirait les ambassades avec 3 millions. Or, avant que nous soit communiquée cette information, les affaires étrangères nous avaient communiqué des factures pro forma de Christophe Le. Christophe Le, c'est un fabricant d'argenterie très célèbre en France. Et rien que l'argenterie qui était proposée pour l'installation de chacune des ambassades, on était à 7 ou 8 millions. On avait 4 millions, 3 millions pour donc installer nos ambassades. D'accord. Donc, ces ambassades ont été installées dans des conditions difficiles. On a demandé aux diplomates d'être assez rigoureux et de tenir compte aussi de la situation du pays. Alors,
Donc, le choix des ambassadeurs, là j'ai dit quelque chose là-dessus. Il y a également le fait que nous avions donné la préférence, disons, de l'importance au mouvement de libération. L'ANC, la SWAPO, l'OLP, défilé ici. Nous avions pratiquement des rapports diplomatiques avec eux. Sankara a fait son premier voyage officiel dans un pays africain, en Algérie. C'était le fin mars à début avril. Et l'Algérie, il est allé en République arabe sahraoui démocratique. C'est le seul, le premier chef d'État et le seul qui a rendu une visite officielle à cette République. Évidemment, je voulais dire tout simplement que du côté marocain, on était totalement... oui, je ne sais pas du tout la raison de la... Alors, en ce qui concerne maintenant les retombées et leçons apprises, je voudrais aussi ajouter que le Burkina, pendant cette période, a été beaucoup sollicité par les fêtières panafricaines de femmes, par l'OPF, l'Organisation nationale des femmes. Il y a eu une rencontre ici à Ouagadougou, mais également par le mouvement panafricain de la jeunesse. Toutes ces deux organisations étaient à Alger et ce mouvement a rencontré le secrétaire général de CDR pour dire qu'on avait besoin de l'apport de la jeunesse militante burkinabé pour donner un coup de fouet au mouvement panafricain de la jeunesse. Donc, pour me résumer, on est vraiment allé à gauche avec beaucoup de détermination. C'était une diplomatie à gauche, mais qui a eu quand même des problèmes à des moments donnés. Les problèmes que nous avons eus, c'est surtout à partir du conflit avec le Mali. À partir du conflit avec le Mali, il y a eu un parti pris côté français. L'Algérie est un pays qui s'était engagé à être médiateur. C'est-à-dire dissous le 24 décembre 1985, bien ça, débarque de façon précipitée à Alger, envoyé par le président Sankara, pour faire comprendre aux médiateurs algériens que, en tout cas, il y avait des mouvements aux frontières du Burkina Faso et que d'un instant à l'autre, on pouvait se lancer. Le président Chadi était à un congrès du parti du FLN, est sorti de la salle et a dit « Demain, j'envoie une délégation algérienne et avec le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur pour Ouattara et avec des observateurs algériens. » Je signale que, en dehors de la Cour internationale de la haie, où nous nous rencontrions sur le plan juridique, et à cet effet, le Burkina avait détaché son ambassadeur à Paris, Salambéré Emmanuel, pour qu'il suive le dossier. Mais parallèlement à ce dossier, l'Algérie s'était engagée à des pourparlers politiques entre délégations maliennes et burkinabé pour trouver une solution politique. Et ces rencontres étaient sous la direction d'un ancien ministre de la Justice de Boumedienne, M. Bedjaoui, qui était en même temps un des avocats à la Cour internationale de la haie. Il y a eu donc ce conflit qui nous a permis de constater que notre diplomatie avait quelques problèmes. C'est-à-dire, nous n'étions pas suffisamment, mettons, percutants, nous ne mettions pas suffisamment de moyens. Et à la faveur donc d'un séminaire qui a été organisé pour les ambassadeurs, nous nous sommes rencontrés ici et par la suite, il y a eu donc une rencontre avec la presse internationale à Paris pour expliquer un peu notre situation qui était difficilement compréhensible parce que côté français, tout le monde nous accusait. Nous avons organisé une conférence internationale et la télévision TF1 a bien voulu accepter
de faire passer à la télévision française des cassettes du bombardement de l'hôpital de Rohingya que nous avions sous les bras, et puis ces images sont passées à la télévision française et ça a changé beaucoup de choses. Enfin, je voudrais donc passer à la dernière partie, les retombées et les leçons apprises. Je pense que le premier résultat est l'ouverture prononcée sur le monde arabo-islamique dans son ensemble. Ce monde qui a découvert et s'est singularisé dans l'approche, qui a découvert et s'est enrichi, disons, d'une expérience partenariale d'un pays engagé et singulier dans l'approche des relations internationales. Ensuite, le Burkina a été mieux connu, a mieux connu le monde arabo-islamique dans sa complexité culturelle et sociologique et dans cette pratique diplomatique. Également, la coopération sud-sud se fonda sur le terrain d'application arabo-islamique a connu un progrès, et je voudrais à cet égard donner un exemple, l'exemple de l'Algérie de 83 à 85. L'Algérie nous a consenti des soutiens budgétaires, d'abord par un prêt de 5 milliards de francs CFA, des acquisitions d'hydrocarbures 6 millions de dollars, des fournitures de matériel d'équipement pour les citer, pour la citer en deux, des appuis au secteur agricole pour 800 millions, des études de faisabilité pour 200 millions pour des projets de développement. Mais il faut également dire que la coopération culturelle avec ce pays a été remarquable. Elle date déjà des années 70, quand le Burkina a été le seul pays à nationaliser ses salles. Komasiko et Sekma nous ont boycotté. On ne pouvait pas avoir des films. Le premier pays qui est venu à notre secours, c'est l'Algérie qui avait une cinémathèque immense, qui nous a fourni des films, de même que la Guinée de Sékou Touré, et nos salles ont pu tenir pendant. Donc, il y avait cette coopération culturelle qui date déjà de 1969. Le Festival international d'Alger, le Burkina y a participé. Il y a également, et Philippe peut témoigner à ce niveau, nous préparions les FESPACO ensemble, à partir d'Alger et de Ouagadougou. Et enfin, c'est un pays qui nous a permis d'avoir le siège, le secrétariat de la FEPACI. C'est les Algériens qui nous ont aidés. Et pour y parvenir, l'ambassadeur burkinabé a été obligé de demander un rendez-vous à M. Messadia. M. Messadia était le secrétaire permanent du parti du FLN. C'était un parti d'État. On peut dire que son influence même dépassait celle du président Chaki. Il y a eu d'autres éléments également sur un plan des transports. Nous avons reçu Air Algérie ici à partir de 85. Ceux qui ont vécu la révolution savaient que nous avions des problèmes de transport parce que quelque part on nous empêchait d'exporter nos produits à l'extérieur. On a créé cette Naranagani, mais certains pays nous ont aidés. Alors, je pense que on me presse, je vais peut-être, mais terminer, je ne citerai pas toutes les leçons, mais je voudrais qu'on me permette de dire que la conférence de l'OCI à Kuwait City en 86 a pu permettre de montrer les composants achevés de notre approche diplomatique vis-à-vis du monde arabe. Le président Sankara est allé à Koweït avec une forte délégation. Le chef koweïtien a envoyé ici un Boeing 747 qui est venu à Ouagadougou chercher la délégation burkinabé, qui a participé donc à la conférence le premier jour de nos frères et amis arabes parlaient. C'est la même rengaine, c'est Israël,
c'est le manque de solidarité, etc. Le lendemain, à 11h, le président Sankara appelle son ministre des Affaires étrangères à l'époque, Yann Basolé, et lui dit d'aller dire au chef du Koweït, qui était au président, que depuis hier, c'est les Arabes qui parlent. Lui, il veut aussi demander. Alors que son tour n'était pas arrivé. Comme les étudiants le diraient au resto U, il a décidé de respirer. Alors, donc, Yann Basolé va voir son homologue et son homologue saoudien va voir le chef, il dit que le Raïs Sankara veut parler, et puis franchement dans la salle. Et le chef dit que nous allons maintenant passer la parole au Raïs Sankara. Alors, quand il a commencé à parler, ça a pris, je crois, 28-30 minutes, on entendait les mouches voler. La salle qui s'était désemplie s'est bondée de monde. Il a tout passé en revue. Le pourquoi, le comment des malentendus du monde arabe, leur manque de solidarité avec leurs frères musulmans. Quand il a fini, fin de la soirée, notre délégation s'est rendue au marché de rue de Koweït. Avec nos badges bien entendu. Chacun d'entre nous a bénéficié de... Donc, ils ont pu être City grâce à Sankara. Le lendemain matin, donc la conférence est finie, il reçoit le Premier ministre koweïtien, qui est plus noir que moi. Il semble que mon arrière-grand-père serait de Dori. Alors, il dit au Premier ministre koweïtien, après qu'ils ont examiné des dossiers dans le cadre des financements, il dit, je vous invite à Ouaga l'année prochaine, donc en 88. Le Premier ministre lui dit, Inch'Allah, je viendrai. Sankara lui dit, attention, si vous ne venez pas, vous voyez ce que j'ai dénoncé dans la salle, je vais vous dénoncer publiquement dans 4 ans. Le Premier ministre dit que Dieu ne fait pas cela parce que lui va venir au Ouaga du coup. Entre-temps, il y a eu le 15 octobre, il semble que le Burkina avait des fortes chances pour organiser la prochaine conférence. Ça a été détourné en raison du 15 octobre à Dakar et les Sénégalais ont bénéficié de près de 100 milliards d'hôtellerie, de ceci, cela, etc. pour préparer cette conférence. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été long. Vraiment, merci. Et il a oublié de dire que c'est lui l'ambassadeur à Alger. Il faut l'applaudir quand même, parce qu'il a ouvert ses sentiers. Alors, il va rester un dernier intervenant. Madame l'ambassadeur de Cuba a un impératif catégorique, donc elle a demandé à pouvoir partir, mais je pense que vous avez bien écouté tout ce qu'elle a dit. Nous allons donc lui permettre de partir. On va l'applaudir encore. Ce que Cuba a fait. Voilà. Et maintenant, voilà. Hasta la vista. Voilà. Merci. Voilà. Alors donc, maintenant, nous allons passer au professeur Basile Bissou et il va essayer en 10-15 minutes de compulser, sinon même d'aller vers en fait les leçons apprises, mais également les dynamiques qui ont conduit à tout ça. Et je sais que c'est un homme qui a quelquefois souffert les voyages, mais souffert aussi de transmettre quelquefois les messages, mais également beaucoup d'autres questions. Nous aurions aimé quoi s'il y a un micro qui se porte avec de bonnes piles, ça serait peut-être bien parce que ça commence à souffrir. Voilà. Donc,
Merci, Excellence. Je suis heureux de me retrouver. Moi qui me... Bon, bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être après Bassirou parce que j'ai toujours admiré quelque chose en lui, c'est son amour pour les détails, les petits faits vrais. Et comme le disent les Allemands, le diable est toujours dans les détails. Et j'ai bien apprécié son intervention parce que il m'a économisé tout ce que je voulais dire concernant la souplesse de Sankara du point de vue raideur révolutionnaire de gauche, incapable de composer avec d'autres idéologies ou d'autres pensées. Il a très bien montré, je pense que la dernière partie du voyage au Koweït et l'intervention de Sankara montre très bien qu'il suivait les contradictions au sein du monde musulman, lui-même n'étant pas de cette confession religieuse. Donc, pour revenir à mon propos, j'ai amené avec moi un livre que j'ai préfacé, un livre de l'ambassadeur Guy Doulaye intitulé Introduction à la politique étrangère du Burkina Faso. C'est le tome 2. Et il m'avait demandé de lui faire la préface. Il est malheureusement décédé avant l'apparition du livre. J'ai voulu la préface que j'ai eu à écrire. Quel redoutable honneur que de préfacer les mémoires d'un de nos grands diplomates de carrière. Moi qui ai été à mon corps dépendant, ministre des Relations extérieures de la coopération de notre pays pendant 2 petites années seulement. C'est mon aîné et camarade Ama Arba Diallo qui aurait dû écrire cette préface. Il a été l'initiateur de la diplomatie du gouvernement révolutionnaire du président Thomas Sankara. J'ai hérité de son travail. Il n'est plus de ce monde et je me dois d'honorer sa mémoire en acceptant de préfacer ce livre de l'ambassadeur Guy Doulaye qui a consacré des années à la réflexion critique sur la diplomatie burkinabé dans la longue durée, avant, pendant et après la révolution démocratique et populaire. Il a pratiqué dans la longue durée notre diplomatie. À l'interne, comme ambassadeur, il a été ambassadeur, notamment à Washington, et à l'externe, il a été fonctionnaire international à l'OIA. Il a le droit et même le devoir de s'exprimer pour la prospérité. Ce qu'il fait avec un effort de synthèse louable dans le tome 2 de son introduction à la politique étrangère du Burkina Faso. Bon, je souhaite bonne lecture, car c'est la connaissance et la construction de notre mémoire collective, de notre vouloir vivre ensemble qui est l'enjeu de ce livre. Lui-même, Guy Doulaye Korantin, dans son avant-propos dit ceci. De nombreuses années se sont écoulées depuis l'apparition du premier tome de cette ambitieuse trilogie. Parce qu'il avait prévu 3 tomes. Il est prévu que cette presse sur la politique couvre en 3 tomes les périodes suivantes. A. De l'indépendance à la révolution d'août. B. La période révolutionnaire. Et C. La 4e république. Donc je continue. La volonté de revenir sur le chantier de l'écriture n'a pas manqué. Mais les contraintes en tout genre, y compris les responsabilités multiples au niveau international, les nombreuses missions à travers l'Afrique et le monde, et les obligations du chef coutumier que je suis devenu, parce qu'entre-temps il est m'ont empêché d'aller plus vite dans l'entreprise. À cela, il faut sans doute ajouter le poids de l'âge
qui empêche d'être aussi vivace dans la recherche de l'information, disséminée partout au Burkina, à travers l'Afrique et dans le monde. Dès lors, je n'ai pas pu avoir accès à toute la documentation disponible. Comme je le dis toujours, l'essentiel est de commencer. 2 points. Les jeunes générations compléteront l'entreprise des anciens. À un moment où la mémoire collective de tout un pays tend à se perdre à cause du roulement inexorable des générations, et alors que des bibliothèques brûlent chaque jour en Afrique, il est impérieux que chacun puisse laisser ses souvenirs et ses réflexions qui pourront un jour servir de base à d'autres recherches plus avancées. C'est dans cet esprit que ce livre a été écrit. Je demande donc l'intelligence de tous pour les insuffisances qui seraient constatées. Ambassadeur, ministre plénipotentiaire, commandeur de l'ordre national. En tout cas, je vous invite à lire ce livre parce qu'il a, c'est vraiment une presse historique et beaucoup de points que je ne pourrais pas développer ici l'ont été dans ce livre-là. Disons que j'ai une introduction et 2 petites parties. En introduction, j'ai dit ceci. Déconstruire et reconstruire un État-nation endogène au Burkina Faso. Ça me paraît être l'objectif numéro 1 de la révolution démocratique et populaire. De 1960 au 4 août 1983, la République de la Haute-Volta est restée dans le giron politique de la communauté franco-africaine conçue par le président français de l'époque, le général Charles de Gaulle. Du référendum, que j'appelle un référendum piège, du 28 septembre 1958 en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française, jusqu'aux proclamations des indépendances politiques de 1960, c'est De Gaulle qui est à la manœuvre. Toutes les constitutions de toutes les ex-colonies françaises seront des copies conformes de la constitution française de la 5e République. Ça, c'est facile à vérifier. Je l'ai fait. Dans mon travail de recherche, j'ai montré dans beaucoup de détails comment De Gaulle a su jouer depuis la suppression des travaux forcés avec son bras droit, son lieutenant Félix Houphouët-Boigny, pour mettre la main, garder la main sur l'AOF et l'AIF. Principalement l'AOF, à travers le RDA. Grand 1, j'ai dit une diplomatie révolutionnaire contre la diplomatie réactionnaire et contre-révolutionnaire. Voilà la philosophie qui nous a guidés, aussi bien au niveau du Conseil national de la Révolution qu'au niveau du gouvernement de Thomas Sankara, pour pratiquer la rupture, ce n'est pas déclarer la rupture, parce que là, il avait déjà déclaré, Bassirou l'a précisé ici, quand il était Premier ministre. Ses déplacements à New Delhi, à Cuba, Corée du Nord, revenir, et selon Jean-Baptiste, le réactionnaire là, il prétend que Sankara a invité Kadhafi ici sans lui dire, c'est pas vrai. Kadhafi s'est invité. C'est pas Sankara qui l'a invité. Voilà. Là, il faut restituer les choses comme ça. Sankara était un homme très respectueux, très correct. Un enfant bien élevé. Il ne disait pas de grossièreté et il ne pratiquait pas de dribble. C'était un peu trop direct, le lui a reproché plusieurs fois. Donc j'ai dit que la proclamation du 4 août était claire et concise. La proclamation annonce la révolution démocratique et populaire que le discours d'orientation politique du 2 octobre 1983 va expliciter. Le DOP analyse l'évolution socio-économique, culturelle et politique de notre pays pour montrer d'où nous venons et où nous sommes et où nous voulons, nous devons aller pour atteindre les objectifs de la révolution du 4 août 1983. C'est clair, c'est
voulu le développer le savent, n'était pas caché. Et ce discours identifie à l'interne comme à l'externe les amis et les ennemis de la révolution en cours dans notre pays. Il y a le peuple, il y a les ennemis du peuple. La révolution est faite par le peuple et pour le peuple. Mais elle est faite aussi contre les ennemis du peuple dans notre pays, en Afrique et dans le monde. La diplomatie sert à défendre les intérêts du peuple contre ceux qui exploitent et appauvrissent les peuples d'ici et d'ailleurs. Troisièmement, enfin, il n'y a que deux camps, celui des peuples et celui des ennemis des peuples. Je pense que Bassirou l'a bien expliqué ici. Nous n'avons refusé aucune amitié qui nous a été proposée. Mais, fondamentalement, nous nous sommes toujours positionnés du côté des peuples qui luttent, des peuples révolutionnaires du monde, des peuples qui n'ont jamais été acceptés l'exploitation et l'injustice et les inégalités criardes. Et le discours d'octobre 1984 des Nations Unies est assez explicite. Il le dit qu'il porte l'aspiration de tous les laissés pour compte du monde entier. Et dans la géopolitique sous-régionale, africaine et mondiale, c'est à partir de cette vision et de ce choix idéologique et politique que le CNR a agi sur le plan diplomatique. Le monde est divisé en deux camps opposés et en lutte permanente. C'est la lutte des contraires, comme l'enseigne la dialectique. Il y a le camp des exploiteurs et le camp des exploités. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont nés pour servir pour boire le café, et ceux qui sont nés pour boire le café, pour servir. Il y a ceux qui sont nés pour boire le café, on les a convaincus qu'eux ils sont nés pour ça, et en face, il y a ceux qui sont nés pour servir le café, et toujours ne faire que servir. Thomas Sankara disait, je le cite, les uns mangent et les autres regardent, ainsi naissent les révolutions. Fin de citation. La politique extérieure du gouvernement du CNR était orientée pour servir et défendre la cause sacrée des peuples et s'opposer et combattre tout ce qui empêche l'épanouissement et le progrès des peuples du monde. Bon, je veux conclure. Il lui faisait la pression, même s'il ne parle pas. Bon, je pense que l'expérience du CNR et de la Révolution démocratique et populaire a montré, non pas seulement au Burkina, dans la sous-région, en Afrique, que dans le monde, que partout où il y a oppression, exploitation et répression des peuples, il y aura toujours aussi la résistance et la lutte révolutionnaire. Je vous remercie. Vous savez quoi? Je vais confisquer le document de mon grand frère. Parce que c'est une synthèse propre, claire, écrite à la main. Moi, j'ai peur qu'il ne le perde. Non, parce que vraiment, en le tapant, je pense que c'est vraiment le nectar de ce que tu as toujours dit et depuis donc quelques années. Et je pense également que ce soir, nous avons vraiment fait un tour d'horizon de la diplomatie et en se disant qu'aujourd'hui, il y a plusieurs formes donc, de diplomatie et nous n'avons même pas abordé la dimension de la diplomatie culturelle.
ce qu'on a fait, ce qui a été fait par rapport à la Semaine nationale de la culture, au FESPACO et son renchérissement, mais également la prise en compte de nos 63 nationalités, et comme on disait. Autant de questions qui nous interrogent aujourd'hui, et je suis sûr que les organisateurs vont améliorer en tout cas la prochaine rencontre en mettant l'accent sur les autres formes de diplomatie et également la dimension qui allait jeter les bases de ce qu'on appelle également la diplomatie endogène. Et je disais tout à l'heure, lorsque nous étions ensemble, que mon ami Lazare Kizerbo a organisé il y a 3 ans un colloque sur la vision du développement du professeur Joseph Kizerbo et également la vision du développement du président Sankara. Et qu'il y avait ce qu'on appelle une vision qui se rapprochait, qui se sont rapprochés aujourd'hui et qu'il est très important lorsque quelqu'un prend le temps de s'écouter, de communiquer, on peut sortir vraiment des nouvelles dimensions comme les paradigmes dont on a parlé, mais également le vocabulaire de la dimension endogène du développement et d'autres questions que nous retrouvons aujourd'hui. Les leçons apprises, et c'est aussi comprendre que nous devons compter sur nous-mêmes et que nous devons également agir dans une dimension où l'audace a quelquefois permis d'atteindre des résultats. Il y a aussi un caractère diplomatique qui a été touché, c'est finalement la technique de négociation et la dimension des 2 blocs de l'époque, parce qu'on nous disait, on vous disait que nous étions dans la dimension de la guerre froide, des 2 blocs, et de ceux qui n'étaient pas alignés, c'était déjà une stratégie. Donc autant de questions qui nous permettent d'avoir un éclairage avec donc l'ambassadeur Bassirou Sanogo, mais également avec ceux qui ont connu le président, la période du CNR de l'extérieur, comme l'ambassadeur donc de Cuba et tous les peuples du monde qui ont eu à discuter, qui ont eu également à essayer de comprendre. Et finalement, on se rend compte que les intelligences n'ont pas de patrie, les intelligences n'ont pas de pays, c'est plutôt la capacité de faire des recherches, la capacité également de renforcer les acquis. Voilà ce que je voulais dire pour résumer les 3 questionnements et dire encore que nous devons écrire, nous devons faire comme Bassirou Sanogo, parce qu'effectivement tous les détails qui ont été révélés ce soir montrent également que tout n'a pas été rose. Il y a eu une des conférences où on disait comment durant cette période-là concilier la diplomatie, la vision et le modus operandi, la façon de faire, etc. Autant de questions aujourd'hui qui doivent être des richesses d'enseignement pour nous et aussi comprendre que cette période-là a été une période de pratique diplomatique qui n'ont pas encore été écrites ou qui n'avaient pas été théorisées. Voilà pourquoi il est important que l'on puisse se pencher donc sur ces questions et revenir sur certains aspects. J'ai parlé de la diplomatie culturelle parce
parce que ça a été un vrai enjeu, mais ça a été aussi une dimension d'amitié où, lorsqu'on avait des amis du monde, ils pouvaient être à Paris, à New Delhi ou ailleurs, et on pouvait avancer. Voilà pourquoi je voudrais remercier le doyen Basile Bissou et également le doyen Bassirou Sanogo, et parce que nous n'étions que des jeunes enfants qui avaient à peine un petit bac et ils nous aimaient bien. Voilà pourquoi je peux leur parler sans œillère, parce que nous savons qu'un de leur âge n'aurait pas pu les modérer. Voyez-vous, parce qu'ils vivent encore comme dans le foyer incandescent et les souvenirs sont vivaces. Mais nous sommes petit à petit en train de passer vers ce qu'on appelle une transmission apaisée, théorisée, avec beaucoup d'espoir, parce que nous ne connaissons pas assez les acteurs de cette période et ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Voilà pourquoi si j'avais été excessivement dirigiste, j'aurais dit qu'on donnerait la parole à 2 ou 3 personnes, 2-3 minutes, ou bien nous allons certainement remercier les uns et les autres, parce que les bonnes choses ne doivent pas durer. C'est un exemple. Nous sommes dans une démarche pour renforcer la fondation, et cela a un prix, c'est-à-dire la capacité de venir, la capacité de discuter, comme je l'ai dit, sans injure, mais aussi avec la passion et la volonté de transmettre. En effet, j'avais 28 ans et cette responsabilisation dès le jeune âge, ce sont des questions qui se retrouvent dans les dynamiques sociétales. Donc voilà autant de questions pour dire que nous portons la dimension et le succès en tant que Burkinabé. Et lorsque vous avez parlé des périodes et que quelquefois on a vu des présidents également au début des indépendances qui ont eu le courage de prendre des décisions, finalement on se rend compte qu'il y a une continuité bienveillante et que nous devons renforcer cela en disant que nous devons tous être d'un extrême, pas forcément l'extrême droite, pas forcément l'extrême gauche, mais l'extrême centre, où nous conduisent nos intérêts et où nous pouvons aussi écrire une dynamique grâce à nos expériences. Donc encore une fois, je voudrais qu'on applaudisse les corons et aussi les organisateurs, et si vous voulez bien, je propose que 2 ou 3 personnes, si vous voulez dire quelque chose, que vous puissiez en tout cas le faire, le dire, et nous allons conclure et partir de vos questionnements pour les prochaines rencontres. Encore une fois, merci, merci beaucoup. Je vais me lever pour voir. C'est juste 2 minutes chacun. Donc, il y a 2 personnes. Hein? Bon, je donne. Je suis déjà là. Je suis déjà là, donc. Merci, merci. Bon, une minute. Oui, non, je pense que c'est juste vraiment remercier les différents panélistes et puis le mémorial qui a permis donc de suivre cette communication. Je voudrais vous dire que nous avons aussi vécu cette période, mais en tant qu'étudiants, le 15 octobre 1987, nous étions derrière les arbres Franck-Askiret à l'université de Ouagadougou. Mais j'ai voulu poser une question au professeur Basile Bissou. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Je voudrais savoir quelles étaient les relations entre le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire
le Togo, parce qu'en son temps, c'était extrêmement difficile dans ce pays. Le seul pays qui nous supportait, c'était le Ghana. Merci. Voilà la deuxième personne. Et comme je dis, je vais laisser les bonnes paroles en dernier à la dame. Merci, mon frère. Okay. Nous avons été enrichis par vous ce soir. Comme le disaient certaines personnes, nous étions très jeunes aussi, enfants à Sankara en ce temps. J'ai suivi également une conférence la dernière fois à la Bourse du Travail où des choses ont été dites. Et comme parlant de la révolution, je voulais poser deux questions. Parce que c'est dire mon... Bon, si je dis choqué, ça ne serait pas bon comme le modérateur disait que nous pas des choses qui ont fait d'autres personnes. Mais ces choses ne m'ont pas plu parce qu'on a dit que Sankara n'était pas un révolutionnaire. Et j'aimerais poser la question ce soir à ceux qui nous ont enrichis de leurs connaissances et plus particulièrement au docteur ministre Kissou. Est-ce que réellement Sankara était révolutionnaire? Pouvez-vous nous définir les caractéristiques d'une révolution ou d'un révolutionnaire? Je voulais aussi poser une question au modérateur. Nous avons ensemble, en 2015, vous en tant que coordinateur du symposium international de Douala 2000, j'aimerais poser une question à savoir où en est-on toujours avec le rapport du symposium, parce que je vous avais demandé par le biais de Dr Boukman qui était rapporteur ces jours-ci et qui avait donné mon numéro, vous avez donné mon numéro WhatsApp pour que vous puissiez me balancer ce rapport, parce que ça me tient à cœur. On a besoin de ce rapport parce que ça peut aider d'autres personnes, surtout côté terrorisme au Burkina Faso. Je vous remercie. Bien, merci. Venez. Vous avez toujours vos 17 ans. Tant d'honneur. Tant d'honneur. Merci. Je suis particulièrement fier, vraiment, par rapport à l'exposé des grands frères. Bon, je vais aller vraiment rapidement. D'abord, je voulais dire que, bon, les nominations des ambassadeurs, ça c'est un témoignage. C'était pas comme aujourd'hui, hein. Les CDR proposaient tous les ambassadeurs là. C'est le secrétariat national des CDR qui les proposait. C'était, comment on dit ça? C'était public. Voilà. Il n'y avait pas de magouille. Engagé, machin. Voilà. Deuxièmement, je voulais poser une question au grand frère Sanogo par rapport au Sahara occidental. Parce que Sankara nous a... on devait aller en Algérie où je crois. Et puis bon, il n'avait rien dit. Et il est parti traverser la ligne de front bien jaune. Mais tout le monde, les gens ont fait pipi dans leurs caleçons. Parce que vraiment, c'était... S'il peut nous dire un mot, parce que c'était quand même grave. Et troisièmement, je finis. L'argent qu'on nous donnait à l'extérieur, quand on nous donne l'argent, on vient verser à la caisse de solidarité. Je rappelle qu'on nous a donné 5 millions, les pays de la ligne de front là. Big, Zimbabwe. Allô? On a construit le restaurant. Le restaurant? Voilà. Ah, c'est bon, merci. Merci. Bon, voilà. Et on a parlé d'un hôtel qui a été construit grâce au Ghana. C'est l'hôtel Indépendance. Il vous souviendra. Oui, c'est aussi la coopération. Et mon ami m'a demandé des informations. Je vais les lui donner de côté parce que ça, c'est mon association. Donc, je vais donner la parole pour que vous répondiez de manière vraiment... Si monsieur, avec la permission, je vais dire, en introduction, je n'ai pas voulu aller dans les détails. Je vous ai parlé de la manœuvre de De Gaulle. Tous ces pays que vous avez cités là.
De Gaulle les a amenés dans le rang. Je prends le Mali. Le Mali à Modibo Keïta, c'était la fédération du Mali avec le Sénégal. Vous voyez qu'il a tout fait pour casser cette alliance-là. Rendre le Mali pratiquement mettre à genoux pour les obliger à revenir dans le franc CFA, etc., etc. Donc, c'est clair, pour moi, le Togo, vous avez cité à part le Ghana là, il n'y a pas d'amitié possible. Je vous ai dit qu'il y a 2 camps. Et ils étaient de l'autre côté. Ils nous combattaient. Vous voulez qu'on les embrasse? On s'est défendu. Bon. Mon cher ami, moi j'ai étudié la révolution. Je n'ai pas écouté, lu par hasard. Non. J'ai fait des cellules pendant une décennie. Je suis dans la formation politique depuis 40 ans. 41 ans. Une révolution, c'est le renversement violent d'une classe sociale par une autre. Et pour instaurer un ordre contraire à celui qui était là. Et ce n'est pas un dîner de gala là. Ce n'est pas cravate, un papillon, quoi. Non, ce n'est pas des manières, ce n'est pas une œuvre d'art. On chicote. Voilà ça une révolution. Le 1483, c'était une révolution, un coup d'état révolutionnaire. En déplaise à nos détracteurs, moi je l'assume. Allô? Oui. C'est-à-dire, je disais que l'Algérie a été le premier pays que Sankara a visité en voyage officiel. J'étais dans la délégation, je n'étais pas encore ambassadeur si on se réfère au texte. Je n'avais pas créance. Durant le voyage, on dit, ah, tu fais partie du voyage. Là-bas, on a tout le monde. À mon tour, en tout cas, je crois qu'il a murmuré, parce qu'il ne pouvait pas dire que son ambassadeur n'est pas préempté le droit de créance. Et je dois dire que le ministre des Affaires étrangères à l'époque estimait que dans les règles de l'art diplomatique, ça ne se faisait pas. Également, quand on s'est retrouvés, les deux parties, c'est-à-dire il y avait Stadli et 3 de ses ministres, il y avait Sankara, 2 de ses ministres, son ambassadeur, pour négocier les dossiers. Il n'avait pas encore présenté mes lettres de créance. Donc ça veut dire que quand il fait l'avenir, il a aussi inventé des diplomatiques. Maintenant, ça a été accepté, ça n'a pas été accepté, en tout cas, posé là-dessus. Par rapport à la République sahraoui démocratique, moi j'étais dans la délégation. Quand on nous a dit, et quand nous sommes arrivés là-bas, vraiment il y avait du monde. Il y avait du monde. Et c'était prévu peut-être pour 2 heures, 4 heures. Or, on nous attendait à Nouakchott. Les gens à Nouakchott, depuis 14 heures, attendaient la délégation de Sankara. Nous sommes arrivés à Nouakchott vers 18h30. Bon, tout ça aussi, ça fait partie de, mettons, de la vision aussi, même de la diplomatie de Sankara. Et il y avait quand même une volonté de bousculer. Et ça fait partie aussi de la démarche d'invention de l'avenir, je crois. Alors, les 2 panélistes vont rester 3 minutes, peut-être pour répondre aux questions qui n'ont pas trouvé satisfaction. Mais nous allons clôturer avec votre permission et surtout vous dire que l'avenir appartient
aux générations qui se suivent et que les dynamiques doivent se poursuivre. Mais on ne peut rien faire sans la réflexion, sans la lecture, sans un minimum de formation et de compréhension, dans tous les domaines d'ailleurs. Voilà pourquoi nous souscrivons à ce que vous avez fait. L'université Thomas Sankara va certainement également marcher dans le même sens, ou du moins vous allez marcher dans le même sens que l'université, et que nous puissions avoir ce qu'on appelle des études africaines, qui sont des études aussi qui vont commencer déjà par le Burkina. Donc, encore une fois, nous voudrions vous féliciter. Je demande au comité organisateur de venir et pour qu'on les applaudisse, si vous pouvez les applaudir, vraiment, pour le travail qui a été fait. Et aux doyens, et ils ont tous presque 70 ans. Je suis gentil, il faut les applaudir. On va vous demander de vous lever, doyen, et Siro, vous faites la photo, et voilà. Et c'est bon, Bassir va ouvrir la pour saluer ceux qui sont au premier rang. Allons-y. Voilà, ils viennent vers vous. Voilà. Et en même temps, merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci d'avoir suivi. Alors, nous vous disons grandement merci pour votre participation. Alors, la prochaine découverte, la RDP, c'est le 5 janvier. Donc, on vous communiquera encore le terme. Bien, merci. C'est bon?